Larry, you know that the movement, the Larry, tu sais, MAGA le mouvement MAGA, base, sa the base, son foundation of the fondement, movement was s'est based construit sur on l'idée que Donald Trump est un Donald Trump is outsider. an Il ne outsider. fait He's pas not partie de part l'État of the deep profond. state. Il s'y oppose. He's against the deep Mais state. avec le temps, avec Trump As time goes 2.0, by with est-ce que lui et son Trump administration 2.0, ne is deviennent pas his un administration instrument de ces becoming gens, que certains appellent les tool banquiers, qui détiennent le pouvoir dans that has l'ombre what we et call tirent the les ficelles? bankers who are in power, who are behind the scene running the show? Miriam Adelson is a card carrying, Myriam Adelson est une membre à part entière, certified, certifiée, véritable. Son mari en était le principal membre de l'État profond. Je n'ai aucun doute là-dessus. Myriam Adelson en fait partie. Alors, tu m'as demandé à propos de Donald Trump. Il est tellement dans sa poche qu'il ne voit plus rien. Et on pourrait en citer d'autres aussi. On pourrait parler de Peter Thiel, d'Elon Musk, de Robert Mercer, de Charles Koch. Je veux dire, nous pourrions tous les deux en nommer une demi-douzaine sans même y réfléchir. Ce sont des gens qui croient que le monde leur appartient, que leurs milliards, et dans le cas de Musk, désormais des billions, les rendent différents, les rendent dignes d'être préservés, de conserver leur essence vitale. Tu vois, leurs gènes devraient être mis sur glace et conservés pour des siècles et des siècles. Ce sont des êtres humains différents, et pourtant ils ne le sont pas. Nous avons eu ce genre de personnes tout au long de l'histoire humaine. C'est simplement qu'aujourd'hui, la technologie et l'argent, ainsi que la manière dont nous avons façonné le capitalisme mondial, que j'appelle le capitalisme prédateur, les ont rendus si puissants que si nous ne faisons rien à propos du système économique même que nous avons créé et imposé au monde, système que la Chine a poussé à l'extrême, peut-être à un degré qui pourrait, disons, non pas le modifier, mais l'adoucir un peu. Eh bien, le capitalisme chinois n'est pas aussi prédateur que le nôtre, ni que celui de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ou de la France. Il n'est prédateur que dans le sens où il est typiquement impérial. Quand le pouvoir grandit, on développe alors son armée, ses armes nucléaires, et ainsi de suite. Ainsi, le verdict n'est pas encore tombé quant à savoir si la Chine sera finalement corrompue par le même capitalisme qui a corrompu tout le monde, principalement nous, mais aussi nos alliés. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question immense pour le XXIe siècle. La Chine est-elle capable d'être différente dans la manière dont elle diffuse sa richesse capitaliste, comparée aux anciens capitalistes prédateurs? Je ne sais pas. C'est une question majeure. On pourrait dire que si elle est guidée par les préceptes de l'école centrale du parti, qui sont essentiellement confucéens, oui, c'est possible. Il pourrait adoucir le capitalisme, peut-être même le faire évoluer vers une nouvelle étape. Je ne sais pas, mais il va falloir que ça se produise, sinon nous finirons tous par nous détruire. Larry, here is what Medvedev said at the operation in Larry, voici ce qu'a dit Medvedev. L'opération à Caracas est devenue la meilleure preuve que tout État doit renforcer au maximum ses forces armées. Lorsqu'il parle de renforcement maximal garantissant une protection fiable d'un pays, il veut dire que la seule chose qui peut réellement renforcer l'armée, c'est un arsenal nucléaire. Et il écrit « Vive les armes nucléaires ». Long live nuclear weapons. C'est là le danger de ce genre de précédent. Je ne pense pas un instant que les dirigeants du monde vont se précipiter pour développer des armes nucléaires. Premièrement, elles coûtent trop cher. Et deuxièmement, elles sont bien trop dangereuses. Mais c'est exactement le genre de choses que font des précédents comme celui établi par Trump. Le précédent qui devrait être établi, c'est que le monde regarde les États-Unis et les rejette autant que possible à ce stade. Et cela va devenir de plus en plus possible à mesure que nous nous effondrerons sous cette pression économique. De plus en plus de pays dans le monde devraient nous rejeter, ne pas suivre notre exemple, ne pas faire ce que dit Medvedev,
et se lancer dans le développement d'armes nucléaires pour que nous puissions nous les lancer les uns contre les autres dans un holocauste ultime, mais adopter une approche totalement différente. Ce que je disais à propos de la première puissance mondiale, la Chine. La Chine peut, si elle s'en donne vraiment les moyens, sortir le monde du chaos dans lequel il se trouve. Un chaos que fondamentalement nous avons contribué à créer. Je ne sais pas si elle le fera, et cela m'effraie d'y penser, car ce que fait Xi Jinping correspond à ce que disait Medvedev. Il construit davantage d'armes nucléaires. Il veut au moins égaler l'un des grands, la Russie et les États-Unis. Et je ne serais pas surpris que, une fois que tu auras, tu sais, ouvert ton appétit de cette manière, une fois que tu en seras au point d'égaler la Russie avec 6 000 et les États-Unis avec environ 5 900, soit à peu près 12 000 ensemble, ta tendance sera de vouloir les égaler tous les deux, combinés. Maintenant, peut-être que l'alliance, tacite ou non, avec la Russie atténuera cela dans une certaine mesure. Tant qu'ils maintiendront des relations amicales, il ne cherchera pas à nous égaler tous les deux. Mais ce serait mon hypothèse, la plus cynique, qu'à terme, l'armée deviendra si influente en Chine qu'ils essaieront non seulement d'égaler la Russie, mais la Russie et nous réunis. Et ils ont les moyens de le faire. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour le faire. Et Donald Trump leur donne toutes les raisons de le faire. Je serais assis au Politburo en ce moment, avec Xi Jinping aux commandes, et je dirais, devons-nous le faire? Devons-nous dire la même chose? Tout le monde, notez ce qu'a dit Donald Trump. Devons-nous dire la même chose à propos de Taïwan? N'avons-nous pas le même raisonnement à propos de Taïwan? Et n'est-ce pas une menace encore plus grande pour notre sécurité nationale? Ou bien, nous pourrions présenter une alternative. Wang Yi, j'ai une alternative. Monsieur Xi Jinping, que diriez-vous de ceci? Nous disons, si vous ne rompez pas votre alliance avec les États-Unis, alors nous le ferons. Parce que ce qui fait réellement de Taïwan une menace pour la sécurité nationale de la Chine, c'est son alliance avec les États-Unis. Ce serait une alternative. Larry, comment diable Lindsey Graham est-il devenu le plus proche allié de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même? Je me demande chaque jour comment Lindsey Graham a pu naître. Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi la providence divine, comme George Washington l'appelait, peu importe, a-t-elle permis la naissance de Lindsey Graham? Eh bien, la même providence divine a permis celle de Bibi Netanyahou. Ils devraient aller dans la tombe ensemble, en s'enlaçant. Lindsey aimerait ça. Lindsey aimerait enlacer Bibi Netanyahou. Lindsey would like hugging Bibi. Les Israéliens, Larry, aujourd'hui, on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait de l'Iran, et il a dit qu'il était prêt à attaquer l'Iran. Il a sorti cette nouvelle phrase. S'ils tuent leur peuple, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller, et vous savez, de les battre et de les attaquer. Certains médias israéliens disent que ce qui s'est passé au Venezuela a été la dernière répétition avant une attaque contre l'Iran. Jusqu'où Donald Trump irait-il en matière d'attaque contre l'Iran, compte tenu de toute l'expérience accumulée jusqu'à présent en mer Rouge, à Bab el-Mandeb, de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, et de la situation actuelle au Venezuela? Je penserais que dans ce cas, Trump écouterait au moins le président des chefs d'état-major interarmés, le commandant unifié de cette région et d'autres experts militaires. Au moins les écouter. Voilà ce qui m'inquiète, Nima. Rien ne stimule autant l'appétit militaire que le succès, même minuscule, même insignifiant,
si l'on y réfléchit bien. to whet the appetite of the military. Cela me dérange, car il pourrait en venir à dire « Oh oui, nous pouvons le faire. Tu veux aider Bibi? Nous pouvons le faire. Nous pouvons mener des bombardements 24 heures sur 24. Et si cela ne suffit pas, nous pouvons envoyer des forces spéciales au sol, et elles feront le travail pour nous. » Parce qu'à bien des égards, et cet exercice au Venezuela l'a amplifié à 100%, ces forces spéciales et le commandement des opérations spéciales ont pris le contrôle de l'armée. These special operators and Special Operations Command, they've taken over the military. Ils ont pris le contrôle de l'armée. Ce matin, il y a eu une grande discussion avec un type qui a dit « N'était-ce pas l'opération la plus belle que vous ayez jamais vue de votre vie? Ne parlons pas de la politique de tout ça. C'était juste une si belle opération. C'était si bien fait, si opportun, si bien préparé, répété. Le renseignement était tout simplement exquis. » J'ai dit « Écoute-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire l'éloge de la criminalité. Tu fais l'éloge de la violation du droit international. Tu fais l'éloge de la destruction du système mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Tu fais l'éloge de personnes spécialement formées pour tuer, simplement parce qu'elles ont fait exactement cela, d'une manière qui crée tous les précédents que je viens de mentionner. C'est ce que tu fais. Je me fiche complètement de leurs compétences. I don't give a damn how good they were. I don't give a damn how good their aircraft were. Je me fiche complètement de la qualité de leurs avions, de la performance de leurs armes ou du faible nombre de personnes qu'ils ont tuées. Enfin, si, ça m'importe, mais ils n'auraient dû tuer personne, tout simplement. Tu ne regardes pas le problème dans son ensemble. Et c'est ça qui m'inquiète avec l'Iran, que cette armée se croit invincible dans tous les domaines, tant qu'elle ne reste pas sur place pour occuper le terrain. Ma plus grande question concernant l'Iran, c'est comment diable peux-tu espérer avoir le moindre impact si tu ne restes pas pour occuper? Parce que 90 millions de personnes ne vont pas rester là où tu les mets. Regarde simplement le Venezuela en ce moment. Je veux dire, à quoi pensent-ils? Que font-ils? Quelle est leur véritable motivation en tant que peuple? Sont-ils prêts à accepter cela? Sont-ils prêts à y faire face? Peut-être que si Trump faisait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire, et qu'il le faisait rapidement, efficacement, et que l'argent commençait à affluer dans les caisses du Venezuela ainsi que dans les siennes, croyez-moi, il en tirerait un bénéfice personnel si cela fonctionnait. Cela pourrait vraiment être positif et servir d'exemple, et cela effacerait en quelque sorte la patine de cette opération sans précédent. Mais je ne pense pas une seconde que Trump va le faire. Et je ne pense pas une seconde qu'ils vont le faire pour l'Iran non plus. Tout tourne autour d'obtenir ce que nous voulons au prix le plus bas et pour le plus longtemps possible. Vous savez, ils pourraient envoyer un bataillon au Groenland demain, 900 hommes et femmes, et dire au Danemark, l'affaire est conclue, venez le reprendre. Et ne croyez pas qu'ils n'y pensent pas. Et ne croyez pas que Hegseth ne lui dise pas, je peux le faire. Je pense que nous pouvons déjà voir le résultat de ce qui s'est passé au Venezuela, car ils estiment que l'opération a été un grand succès. Ils en sont très fiers. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré « Regardez la Russie. Regardez ce qu'ils font en Ukraine. C'est ridicule. Ils ne peuvent rien faire. Regardez ce que nous avons fait au Venezuela. » Et il n'y a absolument aucune comparaison possible entre les deux. Aucune raison même de les comparer. Deux opérations totalement différentes, deux capacités totalement différentes, et une situation qui reste périlleuse, malgré ces différences. Non seulement il y a le danger international du précédent que nous avons créé, mais aussi un danger au Venezuela si quelqu'un à l'intérieur du pays refuse d'accepter la situation. Pas seulement le vice-président, mais d'autres également. Et que va-t-on faire? On ne va pas envoyer une force multinationale là-bas s'il y a une armée vénézuélienne, qu'elle soit régulière ou de guérilla,
opposés à leur présence. Ils n'iront pas, je vous le garantis. C'est une chose qui effraie terriblement les multinationales. Donc je veux dire, c'est en rien une affaire réglée. Tout dépend de ce que feront les Vénézuéliens. All depends on what Venezuelans do. D'après ce que je comprends, Larry, des conséquences de ce qui s'est passé au Venezuela, par exemple pour le Brésil, c'est que le Brésil dirait « Nous n'avons pas d'autre choix que de nous rallier aux BRICS et au Sud global. » Car sans une meilleure relation avec le Sud global, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, ici, en Amérique du Sud. Après tout, Donald Trump ne s'intéresse pas à entretenir une relation avec le Brésil, Larry. Non, peut-être que s'il faisait revenir Bolsonaro, il le ferait. Mais ce n'est pas le choix de Donald Trump. Je dirais qu'il est possible que nous ne voyions jamais Bolsonaro revenir au pouvoir. Ce sera impossible. Il doit comprendre la réalité de ces pays. On ne peut pas simplement tout changer parce que Marco Rubio, eh bien je ne sais pas, son père est né à Cuba, alors il pense tout comprendre, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Il n'a jamais mis les pieds à Cuba, mais il pense tout comprendre. Et aujourd'hui, il parlait des experts. Il a dit qu'ils ne comprennent rien en ce qui concerne l'Amérique latine, parce que son père vient d'Amérique latine. C'est pour ça qu'il pense tout comprendre. Et il n'est même pas comparable à ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, en Iran, en Irak ou en Afghanistan. Et son père, eh bien, je ne le sais pas avec certitude, mais je suppose qu'il était probablement comme beaucoup d'expatriés en Floride aujourd'hui, venus de Cuba, du Venezuela, de Colombie et d'ailleurs. Des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient des escrocs. C'étaient des escrocs alliés à d'autres escrocs aux États-Unis, des escrocs aussi bas que Meyer Lansky et Lucky Luciano, et ainsi de suite. Tout comme les gens de Cuba que Fidel Castro a expulsés. Aujourd'hui, ils vivent aux États-Unis et leurs enfants ont grandi. Dans certains cas, leurs petits-enfants approchent de l'âge adulte et ils veulent récupérer ce pays. Ils veulent retrouver ce qu'ils ont perdu. Ils étaient essentiellement les riches oppresseurs, si l'on peut dire, dans leur propre pays. Et nous leur avons offert un refuge parce qu'ils étaient coordonnés avec nous et travaillaient avec nous, comme nous le faisons toujours. Nous travaillons avec les 5%. Cela fait 150 ans que nous subissons ce sort en Amérique du Sud et en Amérique latine en général. Nous avons collaboré avec des gens qui violaient leur propre peuple afin de s'enrichir eux-mêmes et de nous enrichir. C'était notre philosophie. C'est pour cela que nous agissions ainsi. Il suffisait de regarder Nixon et Kissinger, le Chili et Allende pour comprendre cela de manière éclatante. Et regardez l'installation. Regardez l'installation de Pinochet, par exemple, pour comprendre ce que nous voulions, ce que Henry Kissinger savait que nous voulions, ce dont nous avions besoin, ce que nous devions faire pour maintenir cette relation. Nous nous fichions qu'ils remplissent un stade de football d'innocents civils et qu'ils les abattent tous à la mitrailleuse sur la ligne des 50 yards. Cela nous convenait. Et ceux qui l'ont fait étaient nos collègues et alliés dans ces pays. Ensuite, ils ont déménagé en Floride, certains d'entre eux en tout cas, les Cubains. Larry, l'Europe est-elle morte? Nous n'avons rien entendu, aucune condamnation de la part des Européens concernant le Venezuela dans le cas de l'attaque. Je pense qu'ils sont actuellement tellement acculés dans leur propre situation, sur les plans économiques et sécuritaires, qu'ils ne feront aucune déclaration contre l'Empire qui ne soit motivée par un avantage ou un profit. Vous savez, ils sont dans une situation très très difficile. Je pense qu'ils sont en danger existentiel,
en particulier Macron, Starmer et Merz, l'Allemagne et leur pays. Ils sont en difficulté, en réelle difficulté. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Ils ne savent pas comment y parvenir. Et en particulier dans le cas de Starmer, il se couvre en adoptant des lois draconiennes qui renversent des siècles et des siècles de liberté et de droit. Certaines au nom de la lutte contre l'antisémitisme, d'autres simplement au nom de « ne dis pas ça dans ma rue ». Je suis heureux que ma femme ne visite pas Londres en ce moment. Elle serait absolument bouleversée par ce qui arrive à son endroit préféré sur la planète. Donald Trump, Larry, avant son investiture aux États-Unis, il y avait un cessez-le-feu au Moyen-Orient, et nous l'avons vu. Nous pensions qu'il allait faire beaucoup en ce qui concerne le conflit en Ukraine par rapport à ce qui s'y passait. Mais la situation au Moyen-Orient s'aggrave. Aujourd'hui, Israël a de nouveau attaqué le Liban. Today, Israel attacked Lebanon again. Yep. They're preparing to start a new war. Ils se préparent à déclencher une nouvelle guerre contre l'Iran. La situation en Ukraine ne semble pas avoir de fin en vue, surtout à cause de ce que fait Donald Trump en Amérique latine. Et ils sont prêts à y étendre ce genre de chaos. Ils en parlent, au moins, ils en parlent. Alors, Donald Trump rend-il le monde plus chaotique, d'une certaine manière? Parce qu'après tout, quand on y regarde de plus près, si l'on se met à la place des Chinois ou des Russes, comment comprendre un tel comportement? Comment pouvons-nous gérer les États-Unis sous l'administration Trump? Ce sont, à mon avis, des questions énormes qui occupent actuellement leurs esprits. Ce sont d'immenses questions. Et une encore plus grande est, cela va-t-il continuer, peut-être à un rythme plus lent, mais cela va-t-il continuer à l'avenir, même avec un nouveau président, même avec une nouvelle direction à Washington? Je pense que la réponse est oui, cela continuera. Ce sera peut-être un peu mieux dissimulé, mais cela va continuer, car notre péril est imminent. Le danger est déjà sur nous. Nous avons détruit notre économie, et nous l'avons détruite principalement en créant cette dette énorme qui pèse sur tout en ce moment. Nous ne pourrons pas payer 2000 milliards de dollars d'intérêts annuels. Ce sera déjà difficile de ne pas en payer 1000 milliards. Vous allez continuer à payer pour le département de la Défense s'ils persistent dans la lâcheté dont ils ont fait preuve jusqu'à présent. Aucune réduction pour le département de la Défense. Nous avons $1 billion en paiement d'intérêts sur la dette. $1 billion. Il n'y a plus d'argent fédéral. Maintenant, vous comprenez pourquoi Johnson et d'autres essaient de détruire les programmes sociaux. Ils essayent de détruire tous les programmes qui retirent de l'argent du budget fédéral au profit du peuple américain. Et on peut parler du Minnesota toute la journée, comme ils le font maintenant. Oh, c'est tellement corrompu. Il y a tellement de gens qui profitent de Medicare et de Medicaid. Nous devons supprimer ces programmes, disent-ils. Et oh, privatisons la médecine et l'administration des anciens combattants. C'est un tel marché. Nous devons le privatiser. Tout cela se produit parce que nous traversons une crise financière incroyable. Et ils pensent que la façon d'équilibrer les comptes, pour ainsi dire, ce qui est désormais impossible, mais de s'en approcher, c'est de détruire tous ces programmes sociaux, de s'en débarrasser. Et Johnson poursuit cet objectif. Ce sera son héritage en tant que président de la Chambre. Il va supprimer tout, des programmes d'assurance à Medicare, mais à Medicaid, à la sécurité sociale. Il va tous les éliminer. Ce qu'ils vont découvrir en faisant cela, c'est qu'ils vont susciter une animosité incroyable parmi le peuple américain, en particulier chez ceux qui se situent, disons, dans les 60 à 70% inférieurs en termes de richesse. Qu'est-ce que ça va signifier? Probablement une fichue révolution dans ce pays. Peut-être que ce serait sain pour nous si cela arrivait.
Mais ce serait sanglant comme pas possible, je vous le garantis, car nous l'avons déjà prouvé entre 1860 et 1865. C'est un désastre. Je ne vois pas la situation s'améliorer, je la vois empirer, et de beaucoup, Trump ou pas Trump. Maintenant, Trump a aggravé le danger international et l'isolement des États-Unis, car au final, c'est ce que nous allons devenir, une puissance isolée. Parler d'isolationnisme, nous allons être forcés de devenir une puissance isolée, parce que 90% du monde va nous détester. 60% le font déjà. 60% already does. I know. I don't know what to say either. Je ne sais pas quoi dire non plus. Les gens continuent de m'envoyer des emails pour me demander quoi faire, et je leur réponds sans cesse. Eh bien, ne me demandez pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce groupe. Et la dette est tout simplement énorme. C'est incroyable quand on y regarde de près. Des gens des sociétés financières continuent de m'envoyer des emails en disant « Il y a 600 000 milliards de dollars dans le monde. Il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le voler. » Oui, d'accord. Ou alors ils disent « Eh bien, on fera une grande guerre. Une très grande guerre. Une vraiment grande guerre. On gagne toujours de l'argent avec les guerres. » Eh bien, on ne gagne pas toujours de l'argent avec les guerres. Notre dette de la guerre d'indépendance nous a hantés pendant des années et des années. Est-ce une des raisons pour Bucéphore Alexander Hamilton a fini obtenir ce qu'il voulait avec le système bancaire? Puis vint Andy Jackson. Les guerres rapportent de l'argent quand on est placé comme nous l'étions en 1890. En 1890, nous étions le remplaçant de l'Empire britannique. Presque tout le monde qui regardait de près le savait, même les Britanniques, et ils en avaient peur. Mais la Première et la Seconde Guerre mondiale, en réalité la même guerre, simplement deux chapitres différents, ont été menés pour restaurer l'Empire britannique à bien des égards. Menées pour le restaurer, et elles l'ont brisé. Pendant la Première Guerre mondiale, du moins, cela les a brisés, tandis que nos banques encaissaient. Et maintenant, les gens disent « Eh bien, si nous avions juste une autre guerre comme celle-là, nous retrouverions notre richesse. » Bien sûr, nous ne sommes plus dans la même situation, mes amis. Nous sommes dans une position très différente. Nous sommes l'Empire brisé, maintenant. Le monde a changé profondément. Le monde a changé. Ensma et Sliverts qu'apprécier. J'ai eu le malheur, enfin, la chance et le malheur de vivre 80 ans et de voir ce changement de près personnellement. Mes enfants, les autres, eux, enfin, je ne devrais pas dire ça. Ils comprennent, mais ils comprennent d'une manière presque mélancolique. Et ils ne devraient pas être dans cette situation. J'ai vraiment de la peine pour eux, en sachant qu'ils vont vivre le reste de leur vie, dans le cas de mes petits-enfants, peut-être encore 50 ou 60 ans, s'ils ne sont pas tués par la guerre ou autre chose. Et ce sera difficile, ce sera très difficile. Nous aurons de la chance si nous ne nous effondrons pas, si en fait nous ne nous effondrons pas intérieurement sur le plan national. Actually domestically fall apart.